Vous retrouvez en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, est-ce qu'on est au seuil d'un embrasement général après les frappes israéliennes très intenses d'hier au Liban? Jean-Paul Chaniolo, spécialiste du Proche-Orient, nous apportera son éclairage dans un instant. On parlera ensuite de la Nouvelle-Calédonie avec Valérie Zaoui. Elle est chef d'entreprise sur cette île, une île pour laquelle elle a eu un coup de cœur. C'était il y a plus de 20 ans. De passage à Paris, elle nous racontera son quotidien entre les doutes, l'envie de tout laisser tomber, la volonté de reconstruire après les émeutes de mai dernier. Et puis, on finira cette émission en célébrant l'une des plus grandes légendes du cinéma français. Brigitte Bardot fête ses 90 ans dans quelques jours. Son ami, le journaliste Henri-Jean Servat, sera en plateau avec nous tout à l'heure. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Jean-Paul Chaniolo. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut de recherche et d'études de Méditerranée et Moyen-Orient. Je le disais dans le sommaire, l'escalade militaire au Liban s'aggrave de jour en jour. Hier, les bombardements de l'armée israélienne ont fait environ 50 morts. Ça continue cette nuit, ça continue ce matin. Plus de 50 projectiles tirés depuis le Liban. Est-ce qu'on n'est pas loin d'un point de bascule du conflit, d'un point de non-retour cette fois-ci ? C'est effectivement le risque dans lequel nous sommes. Je crois que aujourd'hui, on est dans une séquence qui peut déboucher forcément, que sur des drames. Je vois pas comment on peut aller dans une autre direction, puisque au fond, tout ce qui relève d'une possibilité de compromis politique, est aujourd'hui gelé. Le Conseil de sécurité qui doit se réunir ou se réunit, mais finalement ne donne rien de concret sauf une déclaration. Les États-Unis aujourd'hui, qui évidemment sont la puissance qui pourrait intervenir, en fait, ils vont être dans un soutien d'Israël sans pouvoir s'en démarquer pour proposer quelque chose qui serait un peu différent, parce que nous sommes en période électorale, c'est-à-dire le 5 novembre, et donc Biden ne peut pas bouger véritablement. Donc on est dans une espèce de séquence où malheureusement c'est le recours à la force qui prime, et quand le recours à la force n'est pas en capacité de penser du politique, ça peut donner effectivement qu'une accélération de drame. Quel est le but du gouvernement israélien? Pourquoi élargir ce conflit au Liban, au nord du Liban? Alors je crois qu'il faut essayer de se mettre dans la tête de Netanyahou, si c'est possible, mais en fait il y a une logique, et moi ça ne m'étonne pas que nous en soyons là. C'est laquelle? C'est simple, c'est que il a voulu éradiquer le Hamas. Il ne peut pas éradiquer le Hamas, mais il peut l'affaiblir. Et je pense qu'en grande partie, il a réussi à affaiblir le Hamas à Gaza. La preuve, c'est qu'il prend des troupes qui étaient à Gaza et il les emmène vers le nord. Il les fait aller vers le nord. Donc ça, c'est un premier point. Et il ne veut pas de négociation, et il veut surtout pas qu'on applique la résolution du 10 juin qui prévoyait un retrait des troupes israéliennes par étapes. Il a toujours refusé, au fond, d'aller au bout des négociations, et alors même que son ministre de la Défense aurait souhaité qu'il y ait un cessez-le-feu. Ça aurait permis beaucoup de choses, ça aurait permis de libérer les otages, et ça aurait permis à la population palestinienne, qui est complètement écrasée par ce qui se passe, de revivre un peu. Pour l'instant, elle a du mal à survivre. Donc à partir du moment où on a refusé ce cessez-le-feu, et qu'on est en capacité de maîtriser Gaza, il faut aller vers le nord, c'est-à-dire d'en découdre avec l'autre adversaire qui a soutenu le Hamas, c'est-à-dire le Hezbollah. C'est ça la logique. Qui dès le 8 octobre 2023... C'est ça. Et il a soutenu, il a ouvert un front en soutien au Hamas. À partir du moment où les Israéliens, Netanyahou, son gouvernement, avec l'extrême droite qui s'y trouve, contrôlent cette zone, essentiellement, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre d'usure maintenant, il fallait aller au nord, pour enclencher une forme de guerre contre le Hezbollah, avec différentes formes. On a bien vu les différentes séquences. D'abord, ça a été ces opérations... Vous faites référence à l'attaque des Beepers et des talkie-walkie. Qui prépare quelque chose, qui prépare ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des bombardements massifs, et puis l'étape suivante, s'il y en a une, ça sera évidemment d'envahir le sud du Liban. Tout ça pour avoir une zone tampon entre le Litani, le fleuve Litani,
Cisjordanie, et la frontière israélo-libanaise qui est à environ 30 km. C'est ça qu'ils veulent faire. Et donc, mais quand on réfléchit à tout ça, ça veut dire qu'ils veulent tout faire par la force, et simplement par la force. Et il est évident qu'on ne va rien régler, parce que les centaines de milliers de déplacés de Libanais vont évidemment un jour revenir, et sans doute certains vont aller renforcer les forces du Hezbollah. Enfin, je veux dire, on est dans un engrenage qui n'a pas de sens d'un point de vue politique. Il faut savoir s'arrêter. Or, Netanyahou est dans une configuration, comme on l'évoquait à l'instant, où il a au fond aucune pression extérieure. Donc il peut aller très loin, oui, ce que vous disiez, et c'est pas terminé. C'est qu'effectivement, l'allié principal d'Israël étant les États-Unis, étant dans une séquence, on va dire, électorale, tout est un peu figé. Il faut rappeler quand même qu'au nord d'Israël, 60 000, je crois, ou 100 000 personnes ont dû partir de leur habitation, puisqu'ils étaient sous la menace des bombardements du Hezbollah. Quel était le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils puissent rentrer dans leur foyer? C'était de faire un cessez-le-feu. S'il y avait eu un cessez-le-feu à Gaza, les choses se seraient apaisées. Et donc, par conséquent, on aurait pu envisager d'abord ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le retrait des troupes israéliennes, partiellement, dit la résolution, avant d'aller plus loin. Ensuite, il y aurait eu sans doute, rêvons une seconde, un échange de prisonniers palestiniens contre la libération des otages. C'est quand même très important, la libération des otages. Et par conséquent, dans une séquence comme celle-là, on pouvait imaginer que, en allant plus loin dans les négociations, tous ceux qui ont été obligés de quitter leur foyer du nord d'Israël pourraient rentrer chez eux. Et ça, c'était une solution politique, avec en plus la possibilité de négocier plus globalement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être, c'est pas sûr, permettre à 60 000 Israéliens ou 80 000 de rentrer dans leur foyer, mais à quel prix? Au prix du déplacement de plusieurs centaines de milliers de Libanais qui sont obligés aujourd'hui, en catastrophe, de quitter leur foyer, qui pourront se parvenir, parce qu'une partie des maisons, je connais bien le sud-Liban, c'est beaucoup de villages et tout ça qui ont été en partie détruits. Donc c'est absurde. C'est absurde parce qu'on ne règle pas un problème comme ça par la force. Qu'on établisse un rapport de force, bien sûr, mais ensuite il faut négocier. Or, mais Netanyahou ne veut pas. Jean-Paul Chanialo, c'est deux entités, c'est-à-dire à la fois le gouvernement israélien et à la fois le Hamas. Le Hamas, il a envie de négocier réellement? C'est pas avec le Hamas. Il faut parler en termes de Palestiniens. Il y a une instance qui est l'interlocuteur. Écoutez, aujourd'hui, la seule instance qui est reconnue et qui est décrédibilisée, déstabilisée, tout ce que vous voudrez, c'est l'autorité palestinienne. Très affaiblie. Non, mais c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Seulement, il faut bien partir de quelque chose. Donc, on pouvait imaginer d'abord une négociation avec le Hamas pour le cessez-le-feu, parce que c'est avec le Hamas que ça se joue, et puis ensuite élargir aux Palestiniens dans leur ensemble, avec évidemment une forte implication de la communauté internationale. Nous avons un texte qui est cette résolution du 10 juin dernier, qui prévoit 3 étapes. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on... Et c'est un plan qui a été proposé par Biden, par les États-Unis. Eh bien, ce plan, qui est assez ambitieux, il commence par des négociations avec le Hamas pour calmer le jeu, enfin pour arrêter ce qui se passe et donc avoir un cessez-le-feu. Puis ensuite, il y a une deuxième étape qui conduit à une troisième éventuelle qui serait une négociation plus globale. Eh bien, c'est ça qu'il aurait fallu faire. Si on ne revient pas à cette résolution du Conseil de sécurité, eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire une guerre sans fin. Et une guerre sans fin, en jouant pas sur les mots, mais sans fin, c'est-à-dire qu'elle ne se termine pas, mais sans fin au sens, elle n'a pas d'objectif, si ce n'est un rapport de force. Vous imaginez plusieurs centaines de milliers de gens qui sont obligés de quitter leur foyer pour permettre à quelques dizaines de milliers d'entrer. La sécurité, elle est nécessaire pour les uns, les Israéliens, mais elle est aussi nécessaire pour les autres, évidemment. Et donc, si on ne prend pas le problème globalement, je le répète, on va avoir une guerre sans fin. Quel est l'état actuellement du Hezbollah? On a rappelé, effectivement, la semaine dernière, il y a eu des attaques de beepers, a priori menées par Israël. Je crois qu'Israël n'a pas reconnu officiellement les faits, mais c'est clairement Israël. Désormais, les bombardements. Quel est l'état des troupes du Hezbollah? Et quel est l'état... On parle d'un arsenal très important du Hezbollah, qui est une milice à l'origine, qui a presque des armes dignes d'un État. Oui, je pense que avant ces événements, je pense que le Hezbollah effectivement était une force armée importante, avec des moyens militaires, des missiles comme vous venez de le rappeler, et puis surtout des gens qui sont très entraînés. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été faire la guerre en Syrie. Donc c'est des gens qui savent ce que c'est que la guerre. Mais avec ce qui vient de se passer depuis ces derniers jours, j'ai l'impression
que le Hezbollah est dans une sorte d'impasse, parce qu'il a quand même subi des coups très durs. Hassan Nasrallah l'a même reconnu lui-même. Et donc aujourd'hui, il a deux possibilités, et les deux sont impossibles. La première, ne rien faire, ou faire très peu de choses. Mais ça veut dire qu'il perd toute crédibilité. Il perd toute crédibilité parce qu'il a toujours dit que la résistance, comme ils disent, réagira avec force. Il l'a encore dit il y a quelques jours. Donc s'il ne fait rien, c'est évidemment il se décrédibilise davantage. Donc il s'affaiblit profondément. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il décide de réagir. Mais pour réagir fortement, il faut aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Par exemple, pour aller tirer sur une ville israélienne. Et s'il fait ça, eh bien, il est évident que les Israéliens n'attendent que ça, si j'ose dire, et ça sera dévastateur pour le Liban et pour le Hezbollah. Donc dans les deux hypothèses qu'il a aujourd'hui, ce sont des impasses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très grave, parce que le Hezbollah, en fait, risquerait de prendre la deuxième hypothèse. Je ne pense pas qu'il le fera. Je pense qu'on va rester dans la première hypothèse, c'est-à-dire, je serais étonné qu'il y ait une riposte du Hezbollah qui conduirait, alors c'est votre première question, à un embrasement, car s'il envoyait des missiles sur une ville israélienne, pas simplement sur des bases militaires, ce qu'il a déjà fait, là, pour le coup, Israël pourrait déployer complètement toute sa force et écraserait le Liban. Donc vous voyez cette situation, donc l'embrasement serait terrible, et ça serait un échec évidemment pour les Libanais tout entier, pas simplement le Hezbollah. Un pays, le Liban, qui traverse une grave crise économique. Ils sont déjà à genoux. Donc il faut dire un mot, je crois aussi que c'est pas dans l'intérêt de l'Iran, parce que derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. C'était ma question, vous me précédez. Le Hezbollah, derrière le Hezbollah, c'est l'Iran. Que dit l'Iran? Je pense que l'Iran n'a pas intérêt à entrer dans un conflit frontal pour d'autres raisons internes et internationales. Donc si vous voulez, on est dans cette espèce de déséquilibre. Donc l'Iran va plutôt ralentir l'hypothèse, les velléités, vous savez, il faut être très prudent au Proche-Orient, mais l'hypothèse c'est que l'Iran n'a pas du tout intérêt. Et la preuve, on peut aussi se souvenir de ce qui s'est passé à Téhéran il y a quelques semaines, où Israël a tué, a assassiné le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. C'était une énorme humiliation pour les Iraniens. Ils ont dit qu'ils allaient réagir, ils n'ont pas fait. Et ils n'ont pas fait aussi parce que... Comment vous expliquez cette retenue iranienne? Parce que je pense qu'ils ont d'autres... Je pense que d'un point de vue théorie, ils ont peut-être les moyens, mais des moyens de faire quoi? D'être dans un désastre. Et on réfléchit toujours à deux fois avant d'entrer dans un désastre. Et puis, vous savez, l'Iran, c'est pas un pouvoir, c'est un archipel de pouvoirs. Il y a un nouveau président qui a été élu il y a quelques semaines, qui est plutôt quelqu'un de plus modéré et qui n'a pas envie d'entrer dans ce conflit. Et si jamais l'Iran entrait, il perdrait beaucoup de choses. Je pense qu'une fois encore, ils n'ont pas intérêt à le faire. Et depuis un an que cette guerre dure, car ça va bientôt faire un an, l'Iran a toujours été très fort pour prendre des déclarations fortes, mais a toujours été mesuré dans ses réactions, même si ils ont été jusqu'à attaquer le territoire israélien, mais dans des conditions, là aussi, très calibrées. Donc je ne crois pas. Mais vous savez, au Moyen-Orient, on dit quelque chose un jour et le lendemain, il se passe quelque chose et tout éclate. Mais c'est de l'intérêt de personne, évidemment, d'aller plus loin. Aujourd'hui, il y a l'Assemblée générale de l'ONU, donc les Iraniens y seront notamment. Vous attendez une position importante, une prise de position, une réaction importante à l'international? Qu'est-ce que c'est que l'ONU? C'est un assemblage d'États où chacun a son intérêt, et le Conseil de sécurité, je le vois mal en train de... Elle va sûrement prendre une position, peut-être une résolution, mais la question ensuite, c'est comment la mettre en œuvre, comment l'appliquer. Et là, on revient au débat de tout à l'heure. Je pense que Netanyahou se sent dans une position de force, et il a envie d'aller au bout de cette position de force, alors qu'il oublie quelque chose d'essentiel, c'est qu'au bout de cette position de force, il n'y a rien, il y a le vide, il y a un rapport de force, très bien, et ensuite, so what, comme on dit en anglais, il faut après du politique, et le politique, ça ne peut être que revenir à des fondamentaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Il a peut-être pour objectif une victoire israélienne dans l'objectif des 1 an du 7 octobre 2023. Ça serait une victoire à la Pyrrhus, vous savez, quand ils ont... Vous savez, il y a des précédents. En 2006, ils ont envahi le Liban. So what? Ils ont dû repartir, évidemment, et ils l'ont assez largement perdu, cette guerre de 2006, ou en tout cas ils ne l'ont pas gagnée. En 1982, ça a été une invasion très globale, c'était contre l'OLP, il faut bien... On est toujours, en fait, même s'il y a le Hezbollah qui est créé à ce moment-là en 1982, il ne faut jamais oublier qu'en dernière instance, ce qui se passe au Liban est fondamentalement lié à l'histoire du conflit israélo-palestinien. Vous croyez à une invasion terrestre qui pourrait être l'étape suivante ou... C'est dans la logique des choses. On prépare, par ce qu'on a vu, par un certain nombre d'actions, notamment cette histoire des beepers,
qui a désorganisé, sans doute en partie, la structure du Hezbollah. On bombarde, et dans la logique militaire, une fois qu'on a bien bombardé, eh bien on peut entrer. Mais cette décision-là, elle va sans doute dépendre du résultat de ces bombardements massifs qui ont fait déjà presque 600 morts. Les chiffres que j'avais... Oui, les chiffres des morts sont vertigineux ces derniers jours. Alors, durant la guerre de 33 jours, comme on dit en 2006, il y a eu environ 1200 morts. Et là, au bout de 2 jours, on est déjà à la moitié, 600 morts. C'est-à-dire que c'est une folie. C'est une folie. Il faut absolument arrêter cette folie et revenir aux politiques. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit le chemin privilégié. Sans doute, donc, ce que vous disiez, c'est que la date de l'élection présidentielle américaine... Ça peut jouer un rôle important, bien sûr. Mais d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses et beaucoup de malheurs, surtout. Voilà, beaucoup on a plus de 40 jours d'ici cette élection. Merci Jean-Paul Chagnollaud d'avoir été avec nous sur le plateau de Point de Vue. En Nouvelle-Calédonie, on craignait cette journée du 24 septembre, après les émeutes de mai dernier. Pourquoi ? Parce que le 24 septembre 1853, c'est le jour où l'île est devenue française. Un dispositif de sécurité inédit a été déployé sur l'île. Il semble que la nuit se soit bien passée, malgré la présence de bandes armées, notamment au sud de l'île. Je vous propose d'écouter le colonel de gendarmerie Pierre Bayarja qui nous parle de ces bandes armées. Et puis après, on se retrouve avec Valérie Zaoui. Elle vit en Nouvelle-Calédonie depuis 22 ans. Elle est chef d'entreprise. Elle viendra nous raconter son quotidien. Alors, le verrou est en place depuis un certain temps, depuis le début des événements, mais il était filtrant jusque-là. Depuis le 20 juillet, nous avons une recrudescence des violences commises sur cette route, avec la présence d'une bande armée au sein de la tribu, qui met les gens en péril et qui nous a contraints de fermer cette route à la circulation routière, de manière à ne pas mettre en danger les automobilistes. Alors, ce qui est la particularité, c'est qu'on est sur une bande armée, avec des gens qui tirent sur les gendarmes notamment. On a plus de 300 tirs sur les gendarmes depuis le mois de juillet, mais également il y a des carjacking, des gens qui osaient s'aventurer sur la route ont été agressés, on leur a volé leur voiture et certains sont arrivés avec des menaces par armes, donc il y a une bande très violente qui est sur cette tribu. La grosse difficulté, c'est qu'on est en zone habitée, dans la tribu il y a des gens, des familles qui travaillent, qui vivent normalement, et cette bande armée est dissimulée au sein de la famille, au sein des tribus, et c'est très compliqué de la trouver, de l'identifier et d'intervenir sans mettre en péril le reste de la population. Ça reste actuellement l'endroit, le lieu le plus dangereux de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Valérie Zaoui. Bonjour. Vous êtes installée en Nouvelle-Calédonie depuis 22 ans. C'est une île pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, l'envie de quitter à l'époque la banlieue parisienne pour un nouveau cadre de vie plus proche de la nature, pour élever vos enfants. Vous avez redémarré là-bas une activité professionnelle. Vous êtes chef d'entreprise. Et puis en mai dernier, donc, l'île a basculé dans la violence. La raison, c'était l'adoption d'un projet de loi qui avait pour but d'élargir le corps électoral. C'est un projet qui a été totalement rejeté par les indépendantistes. Ils craignaient d'être dilués, entre guillemets, ça veut dire de moins peser électoralement. C'est donc la raison de cette violence. Aujourd'hui, c'était une date importante pour la Nouvelle-Calédonie. Quel que soit le camp, si je puis dire. C'est la fête de la citoyenneté. C'est le 24 septembre 1853. C'est la date à laquelle l'île devient française. Tout le monde, je pense, craignait des débordements, de la violence à nouveau. Qu'est-ce que vous avez eu comme écho, vous, de vos amis sur place, sur l'île ? Alors, a priori, ça a été plutôt calme, ce qui est une bonne nouvelle. Mais en fait, on était très entourés par les forces de l'ordre, donc c'était quand même assez sécurisant pour nous tous. Notre crainte maintenant, c'est que le danger de cette date s'éloignant, les forces de l'ordre pourrait peut-être être amené à quitter le territoire et qu'une nouvelle date surprise, un nouveau 13 mai, nous tombe dessus. Donc voilà, il ne faut pas baisser notre vigilance parce que rien n'est réglé. Le conflit est encore présent dans notre quotidien, donc la vigilance est vraiment de mise. Alors on va revenir avec vous sur ces derniers mois et je voulais savoir quel a été l'impact des violences sur votre vie professionnelle, personnelle. Alors c'est effectivement un choc ce 13 mai. On avait eu un espèce de compte à rebours les jours précédents où effectivement la CCAT, donc le comité opérationnel qui a géré ce mouvement, donc la CCAT, nous expliquait que ça allait monter crescendo et que si le texte n'était pas rejeté, ça irait au clash. Et c'est ce qui s'est passé. Alors effectivement, on s'attendait à des débordements, à des grèves, à des
des manifestations, mais personne ne pouvait s'attendre à ce qui s'est passé ce 13 mai-là. On est restés tous sans voix devant autant de violence. Il faut bien comprendre que l'économie de la Nouvelle-Calédonie a été mise à terre, qu'ils s'en sont pris à toute l'économie, mais aussi aux citoyens, puisque des maisons ont été brûlées de manière un peu aléatoire, donc des familles se sont retrouvées sans rien du jour au lendemain, donc une extrême violence, un gâchis énorme. C'est plus de 2 milliards de dégâts. Oui, et on n'est pas au bout, et je n'arrive pas à vous dire aujourd'hui comment on va pouvoir s'en relever sans une vraie décision politique, sans un accord trouvé entre les différents partis, parce que là, qui a envie d'investir dans un pays où on a cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de nos têtes? Ça devient vraiment très compliqué. Notre quotidien, ça a été des files d'attente dans les magasins, plus d'œufs, plus de lait, plus de beurre, donc ça pendant plusieurs semaines. Des couvre-feux, on est toujours sous le couvre-feu. Des barrages, vous traversiez la ville, vous aviez des barrages à chaque coin de rue, donc une violence permanente. Vous sentiez la tension est restée. Voilà, absolument. Là, il faut expliquer que vous êtes à Paris depuis quelques jours, une quinzaine de jours pour des vacances et de la visite. Vous rentrez en Nouvelle-Calédonie demain. Vous m'avez confié, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez confié avoir perdu une vie de travail. Oui, c'est un peu le sentiment qu'on a, parce qu'on a investi tout ce qu'on avait en Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours essayé de rendre à la Calédonie ce qu'elle m'avait donné. J'ai bien conscience de la chance que cette île du bout du monde m'a apporté, la qualité de vie que j'ai pu avoir, des opportunités, même professionnelles, que j'ai pu avoir dans ce pays. Et j'ai eu à cœur d'essayer de rendre. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là en Nouvelle-Calédonie. Donc, ça a été de l'implication dans l'associatif, former les jeunes, etc. Et puis, d'un coup, se réveiller et tout ce que vous avez construit ne vaut plus rien. En fait, on a plus de dettes qu'autre chose. Nos entreprises ne valent plus grand-chose. Nos biens immobiliers ne valent plus grand-chose. Donc, quelque part, quand on nous dit « mais est-ce que tu souhaites partir ou rester ?» Quel choix avons-nous? Est-ce que on peut partir? La question n'est pas, pour vous, chef d'entreprise, elle n'est pas simple, cette question. Vous ne pouvez pas... Je peux pas partir du jour au lendemain. Je n'ai que des dettes aujourd'hui d'une vie de travail. Tout ce que j'ai ne vaut plus grand-chose. Donc effectivement, dans les journées, on se réveille. Il y a des matins où je me dis non, mais je vais partir, j'en peux plus de cette pression, de ces couvre-feux, de ces restrictions permanentes, et puis de pas se sentir aimé pour qui on est, d'être dans un endroit où une partie de la population vous rejette, c'est extrêmement violent. Comment ça se traduit, cette hostilité? Alors, c'est très particulier, parce que les premiers jours, j'avoue, moi j'habite en plein cœur de Nouméa, vers une place qui s'appelle la place des Cocotiers, qui est une place emblématique où toutes les ethnies se croisent et cohabitent très très bien. Et en général, les gens ont des sourires, des regards bienveillants. Et les premiers jours, je suis sortie en me baissant le regard, en me disant j'ai pas envie de croiser le regard d'autres personnes qui pourraient avoir une hostilité. Et donc je me suis extrêmement renfermée sur moi-même, et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, je veux pas vivre comme ça, je veux pas vivre dans une île où je vais avoir peur de l'autre tout le temps, je vais être tout le temps à me dire qu'est-ce qui va se passer, dans la crainte. Donc j'ai pris sur moi et je suis allée vers des jeunes Kanaks, des groupes de femmes Kanaks, etc. Je leur ai dit bonjour, j'ai souri, et j'ai senti dans leur regard d'un coup une envie aussi de communiquer, d'être content de se retrouver. De revenir à avant le 13 mai, parce que visiblement ce que je comprends, c'est qu'il y avait des bonnes relations quand même. Bien sûr, on vivait, alors tout n'est pas rose, effectivement il y a des difficultés économiques, notamment sociales, on peut pas détourner le regard de ça, évidemment qu'il y avait ça, mais je pense qu'on faisait beaucoup pour améliorer les choses. Là, ce qui a été fait, ça a tout mis à terre. Les efforts de ces 40 dernières années ont été mis à terre. Et ce que je craignais le plus, c'est que ça brise le lien entre les gens. Donc on essaye de maintenir ce fil-là, on essaye de continuer à avoir ces regards bienveillants les uns vers les autres, à se parler. Il faut pas qu'on laisse la méfiance s'installer, c'est vraiment quelque chose... Et vous sentez que de l'autre camp, entre guillemets, il y a quand même aussi cette envie, malgré tout, de reprendre contact et de reprendre la relation? Beaucoup de Mélanésiens, de Kanaks ont envie de retrouver cette fraternité qu'on avait. On a fait des rassemblements de femmes notamment. Où on s'est investi auprès des femmes chefs d'entreprise. Et on a fait des journées, alors ça peut sembler un peu bisounours de réunir des femmes sur une place, mais on s'est retrouvés mélangés, toutes ethnies confondues, à dire qu'on voulait la paix, qu'on voulait continuer à vivre ensemble. Donc c'est aussi par des initiatives comme ça qu'on espère retrouver le fil du dialogue, mais il faut bien dire qu'il faut qu'il y ait un accord politique qui soit trouvé
pour qu'on puisse sereinement envisager notre avenir commun. Alors vous avez été choqué par des scènes, des scènes notamment avec les gendarmes. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? En fait, j'ai une boutique en centre-ville de Nouméa et je me souviens un jour avoir vu passer un gendarme le long de mon trottoir, et sur le trottoir d'en face, il y avait 3 jeunes Kanaks qui l'ont insulté, avec des insultes que je n'oserais pas répéter ici, mais d'une manière très très violente. Et j'ai vu le gendarme baisser les yeux, continuer sa route et baisser les yeux. Et c'est vrai que ça m'a un peu interpellée, parce que pour aller régulièrement dans des pays anglo-saxons, cette scène-là, elle est inimaginable en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et je me mets à la place de ce gendarme, à qui on a certainement donné la consigne de baisser la tête et de ne pas répondre. Quelle frustration. Il était seul aussi. Et il était seul, mais dans le centre-ville de Nouméa, il y a des forces armées. Je n'appelle pas à une violence et à une réponse systématique des gendarmes. Bien sûr qu'il faut du dialogue, mais je pense aussi qu'il faut de la fermeté. On les a vus très longtemps déblayer les routes. Alors ok, c'est utile, mais dans la seconde qui suivait, les barrages étaient refaits par les jeunes. À peine avaient-ils le temps de retourner dans leur véhicule que les barrages étaient refaits. Donc on attend aussi une réponse forte, mesurée mais forte et juste, pour que la liberté de circulation notamment revienne. On a encore une partie des Calédoniens, des gens qui vivent au Mont d'Or, qui est un secteur de Nouméa, qui ne peuvent plus prendre la route. Donc ils sont obligés de se lever à 4 heures le matin pour venir au travail sur Nouméa, prendre des navettes maritimes. Donc dès qu'il y a mauvais temps, la navette ne part pas, ils perdent une journée de travail. C'est inadmissible d'avoir encore des citoyens français pris en otage ainsi. Ce qui vous a frappé également, c'est à quel point les émeutes étaient organisées. Oui, les émeutes nous ont semblé très organisées, notamment la fureur qui s'est abattue sur Ducos, qui est le cœur économique de Nouméa, où vraiment les entreprises ont été saccagées, secteur par secteur, très organisées. Les pillages qui ont été aussi vus, ça a été extrêmement choquant de voir des familles entières se servir dans des caddies, papa, maman, les enfants avec le lave-linge dans le caddie, papa avec le caddie plein de nourriture. Ça me pose vraiment problème, parce qu'en termes de valeurs, on parle de quoi là? Qu'est-ce qu'on veut montrer à nos enfants? Comment on pense construire un avenir ensemble si cet exemple-là est donné par les familles? Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Il y a l'ombre de l'Azerbaïdjan, c'est ça qui plane sur le mouvement. Personne ne s'en est caché, c'est-à-dire quelques jours avant les émeutes, il y avait des manifestations d'un côté pro-loyalistes, donc les personnes qui prônent le maintien de la Calédonie dans la France, et 100 mètres plus loin, indépendantistes, pour les personnes qui veulent sortir de la France. Et sur ces manifestations, il y avait des banderoles marquées Welcome Poutine ou avec le drapeau de l'Azerbaïdjan. Et on a des députés indépendantistes qui ont fait des colloques en Azerbaïdjan où il y avait la Corse, les Antilles, Tahiti, etc. Donc il y a vraiment une organisation qui veut semer la France à travers les territoires ultramarins. Absolument. Beaucoup de gens sont partis autour de vous. Beaucoup de gens ont quitté l'île. Alors on a du mal à chiffrer exactement. Ce qui se dit, c'est que sur les 3 dernières années, il y a environ 30 000 personnes qui ont quitté le territoire. Donc ces 30 000 personnes, c'est des consommateurs. Donc c'est ce qui plombe aujourd'hui l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Il faut bien comprendre qu'on a un tout petit territoire et que sans population suffisante, on n'arrive pas à produire, on n'arrive pas à répondre à l'offre, à la demande économique. On n'a plus de médecins, ça devient un désert médical. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que ce n'est pas que les populations métropolitaines qui sont impactées. Par exemple, dans notre entreprise, on a une majorité d'employés mélanésiens. Ça fait depuis le mois de mai, elles n'ont plus de moyens de transport pour venir. Les supermarchés qui sont dans les quartiers populaires ont été complètement brûlés. Ils ont saccagé leur propre quartier. Donc les mères de famille n'ont plus de moyens d'aller faire des courses, n'ont plus de moyens de se rendre au travail, n'ont plus accès à la médecine. L'aide médicale qui était importante risque d'être suspendue dans la province sud parce qu'on n'a tout simplement plus les moyens de la proposer aux habitants de la province. Donc on a l'impression de marcher sur la tête parce que les premières victimes de tout ça sont aussi les Mélanésiens, le peuple kanak dans son entièreté. Voilà. La première activité de la Nouvelle-Calédonie, c'est quoi? C'est le tourisme, c'est ça? Ça a été le nickel.
Le nickel est dans une crise énorme. Le tourisme, malheureusement, a toujours eu du mal à décoller parce qu'on est loin, le billet d'avion est cher. Et c'est pas vraiment dans la culture des Calédoniens. Les Calédoniens ont tout misé sur le nickel d'une manière un peu historique. Et on cherche aujourd'hui des nouvelles économies, l'économie bleue, etc. Et puis, on espère un jour, on a un site qui est magnifique. L'île est vraiment splendide. Les îles Loyauté sont magiques. C'est le paradis sur Terre. Donc, ce sentiment de gâchis, il est encore plus fort parce qu'on se dit on a tellement d'atouts entre nos mains pour développer de manière sereine et puis tout en respectant l'écologie, etc. Enfin, je pense que tout le monde a conscience des enjeux pour un développement qui soit durable sur cette terre. Et là, on vient de mettre à terre la Calédonie. On vient de couper les jambes aux entrepreneurs et puis on leur donne pas beaucoup d'espoir pour reconstruire, quoi. Alors, le dossier calédonien avait été mis de côté suite à la dissolution. Un nouveau gouvernement a été nommé. François-Noël Buffet va être ministre des Territoires ultramarins. Il connaît bien la Nouvelle-Calédonie. Vous êtes rassuré enfin d'avoir un ministre ? Alors, il faut toujours mieux un ministre que pas de ministre. Donc oui, déjà, le fait d'avoir enfin un ministre, on espère que les choses vont être prises en main. Après, je pense que le gouvernement a fait quand même beaucoup. Il reste énormément à faire, mais qu'encore une fois, tant qu'un accord politique n'est pas fait, c'est difficile de demander à la France métropolitaine de faire des chèques en blanc si rien n'est concret, enfin s'il n'y a pas un accord de paix, parce qu'on en est là, entre les différents partis pour qu'on reprenne une vie sereine et que les investissements puissent se faire et qu'on puisse à nouveau croire en ce petit bout de terre à l'autre bout du monde. Vous rentrez demain, je crois, en Nouvelle-Calédonie. Votre état d'esprit, quel est-il ? Alors j'ai toujours été contente de venir en métropole et contente de retourner en Nouvelle-Calédonie. J'avoue que cette fois-ci c'est un peu différent, je rentre un peu la boule au ventre parce que je sais que c'est encore des couvre-feux, je sais qu'on est un peu prisonnier, on est dans une prison dorée, que se déplacer même au sein de la Calédonie, aller passer un week-end dans le nord, etc., ça devient compliqué parce qu'on ne connaît pas l'état des routes, on ne sait pas comment on va être accueilli. Il y a des bandes armées, ce que disait le colonel. Il y a encore des risques à prendre la route, donc oui, c'est tendu et puis d'avoir l'impression d'avoir perdu le contrôle sur nos vies. On ne sait plus quoi faire. Actuellement, vous avez une boutique de décoration. Je crois que pour maîtriser un peu les coûts, vous partagez le loyer désormais avec une autre structure qui elle a vu sa boutique brûler. C'est ça, ce qui vous permet d'alléger un peu la note. Il a fallu être créatif, être résilient. On essaye de trouver des solutions. Les Calédoniens sont assez forts pour cela, donc on essaye tous de trouver des solutions pour alléger un peu nos charges, mais bon, ça va durer qu'un temps. Donc pour la boutique, c'est très embêtant parce que personne n'achète de canapé en ce moment. Donc effectivement, notre clientèle est en partie, on se demande vers quoi s'orienter. Et pour mon autre entreprise, qui est une entreprise de nettoyage, pareil, beaucoup de nos clients sont partis. Alors, on a fait beaucoup d'états des lieux de sortie le mois dernier suite aux énormes départs. C'était des hôtels et des particuliers, des particuliers, des entreprises aussi, qui soit ont fermé, soit ont réduit leurs coûts, donc vont trouver d'autres solutions pour faire le ménage. Les hôtels, c'est les gendarmes qui occupent les hôtels, donc il n'y a plus de clientèle touristique actuellement. Donc oui, le marché est complètement à terre, on doit tout repenser, mais sans avoir de vision. Donc on voyage dans le brouillard le plus complet. On vous souhaite un bon retour en Nouvelle-Calédonie et puis on prendra de vos nouvelles si vous le voulez bien. Avec plaisir. Et on va suivre l'évolution du dossier calédonien avec vous notamment. Merci Valérie Zaoui d'être venue sur le plateau du Figaro. L'une des plus belles femmes du monde fête son anniversaire samedi prochain. Brigitte Bardot aura 90 ans. L'occasion de revenir sur un phénomène, une icône, une légende qui n'a pas été oubliée du public 50 ans après avoir quitté le cinéma. Pour parler de la légende Bardot, je serai avec le journaliste Henri Jean Servat. Il connaît très bien Brigitte Bardot. Avant qu'il me rejoigne, je vous propose d'écouter Danielle Thompson, la réalisatrice, évoque la carrière de l'actrice. Ce qui
qui est très étrange avec cette toute jeune fille qui apparaît, notamment d'ailleurs dans Dieu créa la femme, qui est quand même un personnage que a écrit Roger Vadim, d'ailleurs un peu aussi avec Raoul Lévy, le producteur, mais qui est complètement inspiré par sa propre femme. Et c'est-à-dire un personnage qui justement ne rentre pas du tout dans tous ces codes de l'époque. Elle est mal coiffée, elle veut marcher pieds nus, elle s'habille différemment, elle balance des vérités à tout le monde. Les conférences de presse sont mémorables. Absolument, elle est d'une beauté. Ça, faut quand même, on peut pas non plus oublier ça parce que c'est une beauté absolument naturelle et extraordinaire. Elle crée ses propres modes, son mode de vie. Elle est sans limite, elle est sans foi ni loi, et elle est absolument un délice à regarder. C'est chez vous. Bonjour Henri Jean-Serva, ravi que vous soyez avec nous sur ce plateau. Vous êtes bien sûr journaliste, un grand connaisseur, un ami aussi de Brigitte Bardot. Tout à fait. Je la connais depuis 37 ans. Depuis 37 ans. Je suis rentré chez elle dans son appartement à Paris pour la première fois en 1987. Et après, je suis allé la voir à la Madrague, et j'ai même dormi à la Madrague. J'ai cru comprendre en lisant votre livre que vous aviez la chance d'être régalé parfois par Brigitte qui vous fait des omelettes, visiblement. Bien sûr, le soir dans sa maison de la Madrague, elle fait des omelettes, tout à fait. C'est sa spécialité, les omelettes? Non, mais elle ne mange pas de viande. Moi, je ne mange pas de viande non plus, donc ça tombait très bien. Mais c'est une femme exceptionnelle que j'adore et qui sait recevoir ses amis et les gens qu'elle invite chez elle. Il faut être invité. Mais ça se passe à chaque fois divinement bien. J'imagine. On va revenir bien sûr sur Brigitte. Vous signez ce livre merveilleux, plein de photos que j'ai entre les mains et qu'on voit à l'écran. Brigitte, la légende, c'est aux éditions hors collection. C'est la deuxième édition d'un livre qui était paru lors de son 75e anniversaire et la célébration aussi d'une exposition qui avait lieu. J'avais été commissaire d'une exposition qui était lieu au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt, et j'avais fait ce livre, puis le livre était épuisé depuis longtemps, et puis Brigitte a fait beaucoup d'autres choses. Donc on a mis une nouvelle couverture, j'ai mis une 60aine de pages de plus, et puis une page d'actualité. J'ai changé des photos, trouvé des photos plus modernes, plus jeunes, plus belles, inédites surtout. Ce que j'ai voulu, que il existe plein de choses sur Bardot, on a l'impression de tout connaître. Donc je voulais il reste encore des trésors à découvrir. Je voulais qu'existât encore une certaine découverte autour d'elle. Voilà. Alors ce qui est assez fou, je trouve, c'est que Brigitte Bardot, elle a pris sa retraite il y a déjà 50 ans, c'était en 73, et elle a quitté le cinéma, et elle reste pourtant toujours aussi célèbre, et au-delà d'être célèbre, toujours aussi présente, je trouve, dans le cœur des Français. Comment vous l'expliquez, cette présence, cette proximité qu'on a avec Brigitte Bardot? Parce que ce qu'a fait Brigitte au début, ça a été une splendeur. Dans le cinéma français des années 50, quand elle est arrivée, le cinéma était régenté par des dadames que j'adore. Moi, j'ai fait des documentaires, des livres sur Feuillère, Morgan, Prel, Darieux, mais elles étaient un peu permanentées, des petits cols d'Astrakhan avec des manteaux visonnés. Elle est arrivée, elle a fait souffler quelque chose de libre, de nouveau, d'original, d'inattendu. Il y avait ce cinéma qui était un peu pesé avec des carcans, et Bardot est apparu dans le cinéma de façon extraordinaire. Ça a été une splendeur. Et alors, il y a eu les petits films de Bardot, et il y a eu Dieu créa la femme. Une splendeur absolue qui a pris la liberté, qui a appelé la sauvagerie, qui a appelé le naturel, qui a appelé la modernité. Et elle a installé ça dans les gens, une femme sublime, une des plus belles actrices du monde. Ça, c'est une chose. Et après, ce que Brigitte a fait, vous venez de le dire, quand elle a décidé d'arrêter le cinéma en 73 à 39 ans, elle a pas arrêté le cinéma pour jouer Sunset Boulevard et pour se retirer dans une maison pour... Elle n'a pas joué Greta Garbo, pour contempler ses miroirs. Elle s'est engagée dans un monde de combat. Et moi, la chance que j'ai eue, je n'ai pas connu Brigitte en tant qu'actrice, je l'ai connue gosse, avec un curé qui m'interdisait d'aller voir les films de Bardot, mais j'ai connu Brigitte et je l'ai accompagnée dans ses combats. Elle a choisi parce que c'est pas, tout le monde a compris que c'est pas une posture, dire que elle se bat pour les animaux. La cause animale. Et d'ailleurs, cette cause animale qu'elle a choisie avec cœur, authenticité, on se moquait beaucoup d'elle à l'époque. Elle était raillée. Oui, parce qu'au début, les gens ricanaient. Elle charge de la pub, comme si Bardot, une des 4 femmes les plus photographiées au monde, avait besoin de publicité avec la cause animale. Non, au contraire, c'est un véritable combat. Les gens l'ont compris.
Et moi, j'ai eu la chance, j'aurais préféré ne pas y aller, mais par exemple, on s'est couché sur des routes pour empêcher des camions qui transportaient des chevaux d'Ukraine dans les abattoirs de Bari. Je suis parti avec elle dans les mouroirs, les fourrières, mouroirs de Ceausescu en Roumanie. On a sorti des chiens, elle a emmené, il y avait des tapis de chiens morts, des horreurs absolues. Et pour répondre à votre question, donc, il y a eu la splendeur de Bardot qui a régné sur le monde, et cette femme, après, plutôt que de vivre égoïstement et retirée sur Maine, telle une espèce de bigarneau peureux qui aurait été retiré dans sa coquille, elle s'est ouverte au monde, elle s'est bataillée pour qu'il y eût moins. Alors il y a eu 2-3 phrases, donc moi je suis pas d'accord, mais je m'en fous. Après, on est d'accord avec ce qu'elle a fait. Vous faites référence à des idées qu'elle partage avec le Front National. Oui, ben elle a dit 2-3 choses, on s'en fout. Moi, Bardot, je juge sur ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est formidable. Grâce à elle, il y a eu on a le droit dans les abattoirs avec ses amis. Mais les abattoirs, la fourrure et tout ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Ce qu'elle a fait, personne d'autre l'a fait. Donc il faut lui rendre grâce de ça. Et de finir de répondre à votre question, pourquoi Bardot dure et règne dans la mémoire, dans l'inconscient collectif et dans l'imaginaire populaire? Parce qu'elle a été une femme splendide, une actrice qui fait encore rêver. Ses films passent, vous faites des cycles, il y a plein de gens qui vont les voir, et parce qu'elle est la référence absolue. Moi, j'ai fait, cher Anne-Emmanuel, j'ai fait une exposition à Bardot, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait une à Los Angeles. Oui. Donc j'ai fait une exposition à Los Angeles sur Brigitte Bardot avec des photos formidables qui venaient de match, beaucoup de gens. J'ai fait visiter l'exposition le jour de l'inauguration. Il y avait devant moi Kirk Douglas, Leonardo DiCaprio et Kim Basinger. Les trois stars hollywoodiennes mondiales qui marchaient au pas et qui découvraient les photos de Bardot et parlaient de Bardot. Bardot, c'est la référence absolue en matière de protection et de défense des animaux. Et c'est pas les petits chiens à mémère. Bon, j'ai rien contre les petits chiens à mémère. Et moi, je suis conseiller municipal à Nice et je me bataille pour les animaux, bien évidemment. Mais Brigitte, elle s'est engagée véritablement contre les abattoirs, contre la fourrure, contre l'expérimentation animale. Et c'est de ça que les gens... Vous savez, il y a plein de gosses, il y a plein d'enfants qui ne connaissent pas la Bardot du cinéma, la Bardot, pardon, si je peux être avec les seins qui pètent aux étoiles, magnifique, grandiose. Oui, il faut le rappeler, parce que c'est une femme, donc c'est un corps extraordinaire, une beauté extraordinaire, mais pour les plus jeunes, effectivement, vous avez déjà évoqué le sujet, c'est vrai que quand elle arrive, c'est une sorte de fraîcheur, de nouveauté, de modernité dans le cinéma. Absolument. Et sur Brigitte, sur les traces de Brigitte, s'engouffrent Michel Mercier, Mylène de Mongeau, Béatrice Altariba, Birna Lisi, Elsa Martinelli, Sophie Daumier, une armada de petites pépettes blondes comme elle, insolentes, irrespectueuses, avec des formes, avec un derrière galbé, tout qui était bon. Donc elle a chamboulé le cinéma français, si vous voulez, elle a changé l'ordre du monde et le désordre des choses. Et même les femmes, tout le monde veut ressembler à Bardot, tout le monde se coiffe comme Bardot, tout le monde met des petites robes Vichy et des ballerines Repetto. Mais au départ, Brigitte Bardot, c'est une jeune fille de très bonne famille du 16e arrondissement. Elle n'est pas du tout amenée à voir ce destin, non? Mais d'abord, le rêve de Brigitte Bardot, c'était pas du tout d'être actrice, elle rêvait d'être ballerine. Elle voulait être danseuse étoile. D'où ce corps extraordinaire, parce qu'effectivement, elle a fait de la danse classique. Elle a fait de la danse pendant longtemps. Il y a quelques films d'ailleurs, où elle joue, où elle danse, elle monte sur la pointe des pieds. Mais son rêve absolu, elle voulait être danseuse étoile. Et puis, comme elle est sortie un peu plus vissée par son père et par sa mère, qui habitait donc dans le 16e, elle a fini par rencontrer sur des pistes de cours de danse, elle a fini par rencontrer Vadim, qui était l'assistant de metteur en scène qui s'appelait Marc Allégret. On cherchait une fille pour tourner un film qui s'appelle Quand les lauriers seront coupés. On cherchait une fille pour être le pendant, si j'ose dire, de Leslie Caron. Brigitte a fait des essais. Le film ne s'est pas fait, elle n'a pas été retenue, mais elle a tapé dans l'œil de Vadim. Ils se sont aimés, il est devenu son fiancé. Et Vadim l'a mise dans le cinéma. Et donc, elle a arrêté la danse. Elle est devenue petite starlette. Elle était Auburn, elle était noisette, un peu de couleur de cheveux. Et pour Et Dieu créa la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée une nuit dans les salons de coiffure du Carlton. Elle était au Festival de Cannes. Elle est arrivée au Festival de Cannes brune. Une nuit, elle s'est fait teindre en blonde. Et le lendemain, elle partait pour Saint-Tropez en 56 pour tourner Dieu créa la femme. Elle est apparue à Saint-Tropez. Saint-Tropez, si vous voulez, c'était sa ville. Ses parents, elle y est pas née, mais ses parents avaient une maison. Elle y allait quand elle était petite. Voilà, elle était copine avec les garçons du village. Elle a mis ses propres vêtements. Elle a été sensationnelle dans Dieu créa la femme parce qu'elle était elle. Moi, elle m'a toujours dit, j'avais parlé je sais pas combien de fois avec elle, sans faire le malin ni prétention. Elle m'a dit, mais tu comprends, on me disait des trucs. J'étais moi, je portais mes propres vêtements. J'étais dans un endroit que je connaissais. C'est mon mari qui me dirigeait. J'étais copine avec le fils du pêcheur, le fils de...
On me demandait d'être, elle a joué, et je n'ai pas joué, j'ai été moins. C'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle a éclaté de naturel et qu'elle pétait aux étoiles. C'était formidable de voir Bardot comme ça. La femme, effectivement, c'est le film en 1956 qui l'a fait exploser. Elle est mondialement connue, néanmoins, elle n'a pas eu une carrière aux États-Unis à l'époque quand elle était actrice. C'est des propositions qui ne sont pas faites, ou c'est elle qui ne veut pas le faire, qui ne veut pas aller à Los Angeles? Brigitte est une fille très casanière. Elle se plaît chez elle. Elle a des maisons pas luxueuses, mais confortables. Moi, je les connais, donc, ces maisons, dans lesquelles il y a le confort fait pour les animaux, le confort pour elle. Elle s'installe, elle regarde. Et en plus, elle a la mer. Regardez, on est dans votre studio. Il y a la mer qui vient lécher le bout de la pièce. Elle est au bord de la mer. Elle vit dans un ancien hangar à bateau qu'elle a reconstruit et qu'elle a arrangé. Donc, elle voulait pas partir. Quand elle était célèbre, enfin, juste après, quand elle était actrice, parce que célèbre, elle est toujours, bien évidemment, on lui a proposé un film avec Frank Sinatra. Elle n'a pas voulu faire le film avec Frank Sinatra. On lui a proposé le film qui s'appelle L'affaire Thomas Crown, avec Steve McQueen, avec Faye Dunaway. C'était elle. Vous savez que Faye Dunaway, on lui a fait le blond Bardot, parce que Brigitte était prévue pour les essais de pellicule de couleur avaient été faits avec Brigitte Bardot. Oui. Et donc, Faye Dunaway, on l'a teinte de façon le blond Bardot, elle l'a pas fait. Et la carte de robe que porte Faye Dunaway dans L'affaire Thomas Crown, c'était la carte de robe qui avait été faite aux mesures et aux mensurations de Bardot. Et on a choisi Faye Dunaway parce qu'elle ressemblait par le blond, par les mensurations de Bardot. Donc, et pourquoi elle refuse le film avec Steve McQueen? Mais parce que, alors, pareil, elle veut pas partir en fait, elle veut pas quitter. D'abord, elle voulait pas partir. En plus, chacun savait, on disait à l'époque que Steve McQueen, est-ce que je peux dire une grossièreté dans votre émission de télévision? Attention, je ne sais pas laquelle. On disait que Steve McQueen culbutait toutes les actrices avec lesquelles il jouait. Pardon, c'est pas très joli à dire, c'est pas très gracieux, mais bon, il était très cabaleur, un peu violent. Il aurait des problèmes avec MeToo maintenant, en ce moment. La façon de se comporter un peu robuste, si j'ose dire. Et Gunther Sachs, qui était marié avec Brigitte, n'a pas voulu que sa femme allât tourner avec Steve McQueen. Il s'est dit, si elle part là-bas, je la reverrai plus. Il fallait partir aux États-Unis. Donc il a empêché qu'elle partît. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le dédit. Brigitte avait déjà touché de l'argent. Gunther Sachs a payé de sa poche le dédit et Brigitte n'a pas voulu partir. Si elle avait voulu partir, avec le caractère tempétueux qu'elle peut avoir, elle serait partie quand même. Libre, et avec les hommes, elle est très libre aussi. Mais ça lui a plu de rester, de ne pas le faire. Mais elle a eu beaucoup de propositions. Elle a fait un film avec James Stewart qui s'appelle Chère Brigitte. James Stewart est un professeur d'université dont le fils et puis lui-même sont amoureux de Brigitte Bardot, la star du monde entier. Brigitte n'a refusé de partir tourner à Hollywood. Donc ils sont venus en France. Ils ont tourné des scènes en France parce que Brigitte n'a pas voulu partir là-bas. Donc pour répondre à votre question, Hollywood lui a tendu les bras. Elle a rencontré Paul Newman, elle a rencontré plein de gens formidables qui voulaient travailler avec elle, mais elle n'a pas voulu. Et le cinéma n'intéressait pas tant que ça aussi. C'est-à-dire que, alors si je peux me dire, le cinéma l'intéressait beaucoup. Ah, l'intéressait ce qu'elle n'aimait pas, elle n'aimait pas le cirque autour du cinéma. Jouer, écoutez, moi j'habite à Saint-Rémy en Provence, on passe un cycle Bardot avec notamment La Vérité ou ailleurs. Il y a plein de gens, ça marche divinement bien. Elle est formidable dans La Vérité. De Clouseau. Elle dit la seule bêtise que dit Bardot. C'est un de ses films préférés, je crois. Des fois, Brigitte dit, je suis pas une bonne actrice. Et quand elle dit ça, elle est bête, elle est très bête quand elle dit ça. Parce qu'elle est une actrice formidable, elle a une sensibilité, elle fait frémir la pellicule, elle est formidable quand elle joue. Eh bien, La Vérité, elle est très bonne. Elle a parfois été très bonne actrice. Mais le problème, c'est que ce qui n'intéressait pas, c'est par exemple, obligée de se cacher, de se planquer quand elle a eu son bébé. Elle a eu le bébé dans sa maison, rideau fermé, volet tiré, tous les paparazzis avaient loué les chambres, les appartements d'en face, l'emmerdaient beaucoup. Alors, c'est une femme, effectivement, une actrice qui a été harcelée par la presse, et dans le film de Louis Malle, Vie privée, dans lequel elle joue justement presque son rôle, on voit absolument ça. Vous avez parfaitement raison, c'est inspiré de sa vie réelle, et Louis Malle qui la connaissait bien, puisqu'il l'a dirigée 2 fois, donc c'est inspiré de la vie même de Brigitte. À un moment, il y a cette fameuse scène dans l'ascenseur où elle prend, Brigitte Bardot, actrice, son personnage prend l'ascenseur et partage son ascenseur, elle se fait insulter par... C'est une scène que Brigitte a vraiment vécue, pour que vos téléspectateurs le sachent. C'était en pleine guerre d'Algérie, et Brigitte prend l'ascenseur, elle allait voir une de ses copines à l'hôpital, et là, elle prend l'ascenseur en même temps qu'une femme de ménage. La femme de ménage l'insulte, mais lui dit, encore une fois, si je peux dire des grossièretés, mais c'était les mots, salope, traînée, qu'est-ce que tu fais là? Tu te balades, tu vas coucher avec des mecs, alors que tous les gosses sont en Algérie en train de se battre. C'était violent, et c'était très extrêmement violent. Et Brigitte l'a raconté à Louis Malle, et Louis Malle a mis la scène dans Vie privée, où Brigitte se fait vraiment insulter pour de vrai par cette femme-là. Alors que Brigitte, c'est une femme qui ne demandait d'abord qu'à vivre tranquille et qu'à emmerder personne, et qui après a choisi de consacrer sa vie, son énergie, son argent. Vous allez chez elle, elle n'a plus rien chez elle. Elle a vendu ses vêtements, elle a vendu ses bijoux, elle a tout vendu. Pour la cause animale. Pour la cause animale. Moi j'ai vu, puisque j'ai fait une exposition Bardot, les fameux bijoux que lui avait offert Gunther Sachs. Qui était un milliardaire allemand, qui a été son 3e mari, je
crois. Qui était absolument fou d'elle. Et Günther Sachs lui avait acheté à Brigitte un bracelet en bleu, c'est les saphirs, blanc des diamants et rouge des rubis. Il a gardé ça dans sa poche, il l'a épousée à Las Vegas, sur le strip, elle était pieds nus, la grande avenue de Las Vegas. Ils ont trouvé une petite église et il lui a sorti au moment du mariage, il lui a sorti de sa poche les trois bracelets. Elle les a mis, bleu, blanc, rouge, et il lui a offert, cher Emmanuel, votre verre aux tasses à café, c'est une pâle imitation de ce que c'était l'énorme cabochon qu'il lui a offert. Et bien Brigitte, quand elle a eu ça avec elle l'a vendu, elle lui a demandé l'autorisation, parce qu'elle avait divorcé d'avec Günther Sachs. Elle lui a dit, écoute, je me consacre aux animaux, je me bataille pour les animaux, je ne veux plus rien avoir, je voudrais vendre aux enchères les 3 bracelets que tu m'as offerts, et je voudrais vendre le cabochon. Moi je les ai vus. Vous vacillez quand vous voyez ça, vous voyez le cabochon comme ça. Elle dit, je voudrais les vendre pour la cause animale. Donc ça a été vendu pour la cause animale, afin qu'elle puisse faire sa fondation. Parce que pour faire une fondation, il fallait capitaliser. À l'époque, c'était Chevènement qui était ministre de l'Intérieur, à peu près 3 300 millions de francs. Donc elle a pu faire ce genre de choses. Et les bijoux ont été rachetés. Vous savez par qui ils ont été rachetés? C'est Günther Sachs, pour dire à quel point cette femme laisse des traces dans l'inconscient des gens, dans l'esprit des gens. Günther Sachs a racheté le gros cabochon, je vois qu'il vous fait envie, le gros cabochon, et les 3 bracelets bleu, blanc, rouge, quoi. Il les a donnés à Brigitte. Et Brigitte lui a dit, écoute Günther, c'est très gentil ce que tu fais ça, c'est très gentil, mais je vais peut-être maintenant les revendre, si tu m'autorises, ou quoi. Il était vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'était un cycle sans fin. Il faut comprendre qu'elle se fout de ce genre de choses. Ce qui l'intéresse, Brigitte, c'est qu'elle est chez elle. Moi, je me souviens un jour, j'ai organisé pour elle, parce que je suis vraiment ami, je l'aime vraiment un temps. Je l'aime, je l'adore, je l'idolâtre plus que tout. J'avais organisé pour elle une projection de La Vérité, le fameux film. Il y avait Olga Rustig, son agent, du 3e, on était dans une petite salle des Champs-Élysées, on était 7 ou 8. Elle était à côté de moi. Elle était à côté de moi, Brigitte. Le film s'arrête, à la fin du film, elle se suicide, elle casse un petit miroir et elle s'ouvre les veines et elle meurt. Et à l'époque, malheureusement, elle avait une vie un peu personnelle agitée et elle avait tenté de se suicider à la même époque. Je n'osais pas la regarder. Le film s'arrête, je la retourne, écoutez, elle avait les yeux... Les joues, qui étaient dégoulinées, le rimel qui arrivait jusqu'au... Elle faisait pas moi. Ouais. Je dis, j'en ai profité, je me comprends, je profite pas de Brigitte Bardot. Mais comme elle était émue, je lui ai fait me raconter la vérité. On était dans la petite salle, le copain qui avait organisé la séance, qui était l'attaché de presse de La Vérité pour la ressortie, qui s'appelait Richie, a fait monter du champagne, du bar des Champs-Élysées qui était en dessous, on a bu du champagne, et elle m'a raconté tout le tournage, qu'elle était pieds nus, que Clouzot lui marchait sur les pieds, que Clouzot l'avait giflé, qu'elle avait giflé Clouzot en retour, comment elle avait choisi Samy Frey, que Belmondo avait laissé. Elle m'a tout raconté. À ce moment-là, au moment où elle était là, tout le monde palpitait, la vérité. Brigitte, qui ne parle jamais de cinéma, qui ne veut pas. Moi, je n'arrive pas à lui faire parler de cinéma, elle veut parler des animaux. Mais bon, des fois, on essaye, on y arrive. À ce moment-là, un téléphone a sonné. Il y avait le maire de Nîmes, ville atroce pour la corrida, bien évidemment, qui était en train de gazer. Il avait attrapé des chats et il gazait des chats. Son sang n'a fait qu'un tour, La Vérité n'a plus existé. Tous les amis qui étaient là, Olga Rustig, je crois qu'il y avait Micheline Pram, elle a arrêté, elle a pris son téléphone, elle a voulu emmerder, le maire de Nîmes pour empêcher le gazage des chats. Si on ne comprend pas que pour Bardot, la chose la plus importante du monde, c'est de sauver des animaux, que sauver un chat, c'est plus important que de sauver ses films, parce qu'elle s'en fout totalement, il n'y a que ça. Moi, c'est pour ça l'admiration. Elle est dans le cœur des Français pour cette cause qui est devenue désormais une cause très importante. On a quelques secondes pour terminer. Malheureusement, on est déjà à la fin. Il y a quelque chose de prévu, là, samedi, avec Brigitte Bardot? Non, alors il ne faut pas, parce qu'elle déteste les anniversaires. C'est pas facile. C'est-à-dire surtout 90 ans, quand quelqu'un qui a incarné la jeunesse, la grâce, la beauté, et qui l'incarne toujours, je dis c'est pas facile. Dans son esprit. Oui, non, parce qu'elle va rester chez elle, lovée dans la baie des Canoubiers. Elle est toujours à la Madrague? Elle est toujours à la Madrague, elle habite à la Madrague. C'est une ancienne hangar à bateau. Elle l'avait racheté, elle voulait à tout prix une maison à Saint-Tropez. Elle tournait La Femme et le Pantin à l'époque à Séville. Elle est venue, sa mère lui a dit, écoute, j'ai trouvé une maison qui peut te plaire. Sa mère est venue, on a vu le hangar à bateau. Elle a vu acheter un hangar à bateau, il lui a plu. Elle est allée, le notaire était resté ouvert le dimanche. Elle a pu signer le dimanche, elle s'est installée là. Il y a une petite Madrague à côté, toute petite hangar à bateau. C'est là que Delon a couché, c'est là que j'ai couché quand on va chez elle. Et Brigitte est sublime. Elle a une autre maison qui s'appelle La Garrigue, qui est son bureau. C'est une femme sublime, je l'adore, on l'aime. Merci d'avoir invité. On lui souhaite un très joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Brigitte. Merci d'avoir été avec nous, Henri-Jean Servat. Je rappelle le titre de votre livre, Bardot, la légende. Et puis, Brigitte Bardot est aussi à la une du magazine Gala. Voilà, point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci de votre fidélité et passez une bonne après-midi sur le Figaro TV.